Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va traiter le deuxième intitulé l'analyse de la profitabilité de l'entreprise concernant ce deuxième chapitre. Ce chapitre 2 qui traite de l'analyse structurelle de l'activité et des résultats de l'entreprise. Donc l'objectif qu'on va accorder à cette séance étant d'aborder le deuxième axe, à savoir l'analyse de la profitabilité de l'entreprise. En effet, pour analyser la profitabilité de l'entreprise, il faut alors exploiter les données qui figurent dans le compte de produits et de charges, c'est-à-dire le CPC, ainsi que dans l'état des soldes de gestion qu'on les appelle les SIC. Commençons d'abord par le CPC. La présentation du CPC par liste se fait de la manière suivante. On a les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation qui donnent le résultat d'exploitation, d'une part. D'autre part, concernant les opérations financières, on a les produits financiers moins les charges financières qui génèrent le résultat financier. De fait, le résultat d'exploitation auquel on rajoute le résultat financier, ça permet de nous donner, de nous fournir le résultat courant. Pour les opérations non courantes, on a les produits non courants moins les charges non courantes. Cette différence permet d'établir le résultat non courant. Et de fait, le résultat courant plus le résultat non courant, ça nous donne le résultat avant impôt. Ce résultat avant impôt de l'exercice, auquel on déduit l'impôt sur les résultats, on obtiendra finalement le dernier solde qu'on appelle le résultat net de l'exercice. En ce qui concerne l'état des soldes de gestion, il est constitué du tableau de formation de résultats qui permet de montrer comment le résultat a été formé, c'est-à-dire quelles sont les différentes étapes de la formation de ce résultat. Également, l'état de solde de gestion est composé d'un deuxième tableau, dit tableau de calcul de l'autofinancement qui nécessite avant tout le calcul de la capacité d'autofinancement, la CAF. La CAF, c'est la capacité d'autofinancement. Pour la présentation du tableau de formation de ce résultat, ce tableau de formation de résultats peut se décliner de la manière suivante. On a les ventes de marchandises en l'état moins les achats revendus de marchandises. Ça permet de nous générer le solde qui est la marge, le premier solde, à savoir la marge commerciale sur vente en l'état. On a par la suite la production d'exercice et la production d'exercice est composée des éléments suivants. Elle est composée d'abord des ventes de biens et services produits, plus la variation des stocks de produits, plus les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Alors, la marge commerciale sur vente en l'état, plus cette production de l'exercice, moins la consommation de l'exercice, il s'agit là d'une consommation externe de l'entreprise, et cette consommation externe de l'entreprise est constituée des achats consommés de matières et fournitures et des autres charges externes. Donc la consommation d'exercice n'est que les achats consommés de matières et fournitures plus les autres charges externes.
La marge commerciale sur vente en l'état, plus la production de l'exercice, moins la consommation de l'exercice, nous donne ce qu'on appelle la valeur ajoutée. À cette valeur ajoutée, si on ajoute encore les subventions d'exploitation et on diminue les impôts et taxes et les charges personnelles, on obtiendra l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation plus les autres produits d'exploitation, moins les autres charges d'exploitation, plus tout ce qui est reprise d'exploitation et transfert de charges, moins les dotations d'exploitation, permet de générer le résultat d'exploitation. Si on rajoute au résultat d'exploitation le résultat financier, on obtiendra alors le résultat courant. Ce résultat courant plus ou moins, si vous voulez, le résultat non courant, moins l'impôt sur les résultats permettent de déterminer le résultat net de l'exercice. Alors, on va maintenant expliquer ces différents soldes. Commençons d'abord par la marge commerciale. La marge commerciale est égale à la différence entre les ventes de marchandises en l'état et les achats revendus de marchandises. La marge commerciale reflète généralement l'activité de négoce, c'est-à-dire l'activité commerciale de l'entreprise. Cette marge commerciale est sans doute un indicateur fondamental de la performance d'une entreprise. On peut alors en déduire les deux ratios suivants. Le premier étant le taux de marque, qui n'est que le rapport entre la marge commerciale et les ventes de marchandises hors taxe. Cet indicateur mesure l'évolution de la performance de l'activité commerciale de l'entreprise. Le deuxième ratio, en l'occurrence le taux de marge, qui n'est que la marge commerciale divisée par les achats de marchandises hors taxe, ce ratio mesure plutôt l'évolution de la performance de la politique d'approvisionnement de l'entreprise. Pour la production de l'exercice, il est constitué par les ventes des biens et des services produits, plus la variation de stock, plus les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. C'est un solde qui concerne bien entendu les entreprises industrielles et prestataires de services. Pour la valeur ajoutée, qui est égale à la marge commerciale plus la production de l'exercice moins la consommation externe de l'exercice, et là la consommation de l'exercice en fait est constituée par les achats consommés de matières et de fournitures, plus les autres charges externes. Cette valeur ajoutée permet de mesurer la richesse créée par l'entreprise et par conséquent permet d'évaluer le poids économique de l'entreprise. Vu l'importance de la valeur ajoutée, on peut lui associer les ratios suivants. On a d'abord le taux d'intégration. C'est le rapport entre la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires hors taxe ou la production de l'exercice. Ce rapport mesure le taux d'intégration de
l'entreprise dans le processus de production, ainsi que le poids des charges externes. On a également les ratios de productivité. Et parmi ces ratios de productivité, on a le rapport suivant, à savoir la valeur ajoutée divisée par les immobilisations. Voilà, la valeur ajoutée divisée par les immobilisations. Si vous voulez, c'est ce ratio qui est la valeur ajoutée divisée par les immobilisations permet de mesurer le nombre de dirhams de valeur ajoutée créée par un dirham de capitaux investis en immobilisation. Le deuxième ratio de productivité étant la valeur ajoutée divisée par l'effectif, c'est-à-dire le nombre de salariés. Ce rapport, ou ce deuxième rapport, quant à lui, permet de mesurer le nombre de dirhams de valeur ajoutée créés par un dirham de capitaux investis dans le personnel de l'entreprise. Pour l'excédent brut d'exploitation, qui est composé de la valeur ajoutée plus les subventions d'exploitation, moins l'impôt et taxes, moins les charges de personnel. L'excédent brut d'exploitation, à vrai dire, est le premier résultat de la performance industrielle et commerciale de l'entreprise. C'est le premier résultat indiquant la performance industrielle et commerciale de l'entreprise. Il constitue la première ressource potentielle de l'entreprise qui résulte de ces opérations d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation est un solde qui est qualifié d'indépendant. Pourquoi? Il est indépendant de quoi? Indépendant de la politique d'investissement de l'entreprise, car il n'intègre pas dans son calcul les dotations aux amortissements. Également, l'excédent brut d'exploitation est un solde indépendant de la politique de financement de l'entreprise, car il exclut dans son calcul les produits et charges financiers. Les produits et charges financiers. On peut se référer au ratio suivant en relation avec l'excédent brut d'exploitation. Voilà les ratios. D'abord, on a le rapport suivant, à savoir l'excédent brut d'exploitation divisé par la valeur ajoutée. Ce ratio mesure la part de richesse qui sert à rémunérer les apporteurs de capitaux et à renouveler le capital investi. L'autre ratio est les charges d'intérêt divisées par l'excédent brut d'exploitation. Ce rapport mesure le poids de l'endettement de l'entreprise et plus les charges d'intérêt sur l'excédent brut d'exploitation est élevé, plus l'entreprise est considérée comme étant vulnérable. Pour le résultat d'exploitation, qui n'est que l'excédent brut d'exploitation plus les autres produits d'exploitation, moins les autres charges d'exploitation, moins les dotations d'exploitation, plus les reprises d'exploitation, c'est le résultat, si vous voulez, des opérations de l'entreprise qui reflète son métier de base. Voilà, c'est le résultat des opérations qui reflètent ou qui correspondent au métier de base de l'entreprise. En ce qui concerne le résultat financier, à savoir les produits financiers moins les charges financières, il s'agit là d'un solde qui résulte
des produits et des charges relatives aux décisions financières de l'entreprise, c'est un résultat qui permet d'apprécier la performance de l'entreprise quant à sa politique de financement. Pour le résultat courant, le résultat d'abord courant, ce résultat courant regroupe le résultat d'exploitation et le résultat financier. Ce résultat courant reflète les opérations normales et habituelles de l'entreprise et qui se reproduisent à chaque exercice. Donc, ils ont un caractère de répétition, ils se répètent. D'accord? Pour le résultat non courant, à savoir les produits non courants moins les charges non courantes, il s'agit là plutôt d'un résultat qui découle des opérations ayant un caractère exceptionnel. En dernier lieu, on a le résultat net comme étant le dernier solde qui est égal au résultat courant plus ou moins le résultat non courant moins l'impôt sur le résultat. Le résultat net est la base de calcul de la répartition des bénéfices entre les actionnaires. Maintenant, pour apprécier l'évolution des indicateurs d'activité et des résultats, il est fort recommandé de calculer leur taux d'évolution de la manière suivante. Si on prend comme exemple l'évolution du chiffre d'affaires, on aura alors le taux de croissance du chiffre d'affaires n'est que le chiffre d'affaires de l'année N moins le chiffre d'affaires de l'année N-1 sur le chiffre d'affaires de l'année N-1. D'accord? La valeur de l'année d'arrivée moins la valeur de l'année de base sur la valeur de l'année de base. C'est ça le principe de calcul d'un taux de croissance ou un taux d'évolution. De même pour la valeur ajoutée, le taux de croissance de la valeur ajoutée n'est que la valeur ajoutée de l'année N-, la valeur ajoutée de l'année N-1 sur la valeur ajoutée de l'année N-1. Maintenant, en ce qui concerne les ratios de profitabilité, on distingue généralement 3 niveaux de profitabilité. On a en premier lieu la profitabilité brute d'exploitation qui est mesurée par le taux de marge brute d'exploitation qui sert à apprécier la capacité bénéficiaire, opérationnelle avant amortissement et provision et hors opération financière et exceptionnelle. De cette manière, le taux de marge brute d'exploitation n'est que l'excédent brut. Il est calculé comment? Est calculé de la manière suivante. Le taux de marge brute d'exploitation n'est que l'excédent brut d'exploitation multiplié par 100 sur le chiffre d'affaires ou l'excédent brut d'exploitation multiplié par 100 divisé par la production d'exercice. En deuxième lieu, on a la profitabilité nette d'exploitation qui est mesurée par la capacité bénéficiaire d'exploitation tenant compte des amortissements et provisions. Elle s'obtient par le calcul du taux de marge nette d'exploitation où le taux de marge nette d'exploitation est égal au résultat d'exploitation multiplié par 100 divisé par le chiffre d'affaires, ou plutôt le résultat d'exploitation multiplié par 100 est divisé par la production d'exercice. En troisième et dernier lieu, on a la profitabilité nette qui est mesurée par le profit relatif qui est généré par l'ensemble des activités réalisées par l'entreprise. Elle s'obtient par le calcul du taux de marge nette
où le taux de marge net est égal au résultat net de l'exercice multiplié par 100 et divisé par le chiffre d'affaires, ou plutôt le résultat net multiplié par 100 et divisé par la production de l'exercice. Pour la capacité d'autofinancement et l'autofinancement, commençons d'abord par les ressources financières dont dispose l'entreprise. Qu'est-ce qu'on pourra dire? En général, les moyens financiers dont dispose l'entreprise peuvent avoir une source ou une origine externe et ou une source interne. Pour les ressources financières externes, elles peuvent provenir d'une augmentation de capital, d'une subvention d'investissement et des emprunts. En ce qui concerne les ressources internes, ils résultent de l'activité de l'entreprise et sont constituées par les recettes provenant essentiellement des ventes et des produits courants diminués des dépenses entraînées par les charges courantes. Comment peut-on alors déterminer la CAF? D'abord, on va la définir. D'accord? On va la définir. Comment on arrivera à définir la CAF, la capacité d'autofinancement, ou la CAF n'est que la ressource interne dont dispose l'entreprise. Elle reflète la trésorerie potentielle dégagée par l'activité de l'entreprise au cours d'un exercice donné. Elle est égale, bien entendu, à la différence entre les produits qui sont encaissables et les charges qui sont décaissables liées à l'activité de l'entreprise. Les produits encaissables sont les produits du compte de résultat qui ont été encaissés ou qui vont l'être, d'une part, et d'autre part, les charges décaissables sont les charges du compte de résultat qui ont été décaissés ou qui vont l'être. Sont alors exclus du calcul de la CAF les charges et les produits calculés, c'est-à-dire les charges et les produits qui ne donneront pas lieu à un encaissement ou un décaissement et qui sont les dotations et reprises aux amortissements et aux provisions. Pour les produits calculés, il s'agit là bien entendu des reprises, d'accord? Les reprises aux amortissements et aux provisions. Et pour les charges calculées, il s'agit là des dotations aux amortissements et aux provisions. Également sont exclus du calcul de la CAF les charges et les produits liés aux opérations en capital, en l'occurrence les plus et moins values sur cession d'immobilisation et les reprises sur subvention d'investissement. Le calcul de la CAF par la méthode additive, qui est recommandée par le plan comptable marocain, se fait en partant du résultat net et ce de la manière suivante. On a le résultat net de l'exercice, plus les dotations d'exploitation, plus les dotations financières, plus les dotations non courantes, moins tout ce qui est reprise, à savoir les reprises d'exploitation, reprises financières et reprises non courantes. À ces éléments-là, on doit déduire les produits des cessions d'immobilisation et on rajoute la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées, moins les reprises sur subvention d'investissement. Ces éléments-là génèrent ou déterminent la capacité d'autofinancement. Je précise qu'au niveau des dotations et reprises,
on ne retient que celles ayant un caractère durable et on exclut les dotations et reprises relatives aux actifs, relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie. Un dernier point de cette séance, c'est qu'une fois qu'on a calculé la CAF, on passe au calcul de l'autofinancement qui est la ressource interne qui reste disponible après rémunération des associés. En ce sens, l'autofinancement n'est que la CAF diminuée des dividendes versés aux actionnaires. Ma séance arrive à sa fin, donc je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine séance. Merci.